Être une femme en situation de handicap, une danseuse professionnelle malvoyante et désireuse d'aller au bout de ses rêves. Découvrons aujourd'hui le parcours extraordinaire de notre invitée. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis ravi de recevoir Fabienne Ostan pour cette causerie du handicap. Comme elle l'expérimente et le diffuse autour d'elle au travers d'ateliers, Fabienne Ostan vit et danse les yeux fermés et nous montre que lorsque l'on change notre regard sur le handicap, tout devient possible. En faisant vivre sa flamme intérieure, elle a comme credo d'aller au bout de ses rêves. Fabienne Ostan, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, je suis très heureux de vous recevoir pour cette deuxième causerie. Aujourd'hui, vous êtes là pour nous faire part de votre expérience et de votre philosophie de vie, on va dire, qui seront, j'en suis sûr, inspirants pour nos spectateurs. Alors, vous avez un parcours qui est une véritable source d'inspiration. Est-ce que vous pouvez nous en parler brièvement ? Oui, un parcours atypique, pas de grandes études. Parce que pendant longtemps, mon handicap a été pas pris au sérieux. Donc on l'a découvert sur le tard, j'avais 13 ans, donc beaucoup de choses s'étaient passées. Mais depuis toute petite, j'ai quelque chose qui m'anime, c'est la danse. Le mouvement du corps, en fait tout ça, c'est vraiment quelque chose qui est très très présent pour moi et qui justement pendant très très longtemps m'a permis de tromper tout le monde. D'accord. Donc voilà, j'ai commencé tout à l'envers. Quand j'étais petite, je voulais être danseuse, mais on m'a dit non. Donc j'ai très rapidement rejoint le professionnalisme à l'envers. Donc j'ai dansé pour des événements, pour beaucoup de choses. Mais à 35 ans, j'ai fait, j'ai envie de créer une association, donc je vais quand même prendre des cours au cas où ça pourrait me servir. Et donc voilà, ma vie est basée sur des petites choses où quand on me dit non, moi j'entends oui. D'accord. Et justement, quel a été pour vous finalement le déclic qui vous a poussé à poursuivre votre rêve de danse, malgré peut-être les obstacles qui sont liés à votre situation de handicap ? Alors, le déclic, en fait, je pense que c'est le reflet de la société, les choses qu'on a pu me renvoyer au visage en me disant « danser, ça ne sera pas possible pour toi parce que tu ne vois pas ». En fait, c'est vraiment la méconnaissance de ce handicap. Et je pense que quand on me dit non, moi j'entends oui. Donc comme je dis, tant que je suis vivante, je vais pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. Donc pour moi, je ne fais pas des défis, mais c'est juste que pourquoi les autres pourraient danser et pas moi. Donc j'accepte de ne pas faire tout comme tout le monde, de trouver d'autres chemins. Et jusqu'à présent, ça marche. D'accord, et donc vous allez voulu passer un peu ces obstacles et démontrer finalement que tout est possible, y compris lorsqu'on est à une situation de handicap qui peut éventuellement paraître bloquante pour certaines personnes. Alors, moi, dans mon processus, c'est que je m'autorise à ne pas réussir. D'accord. Donc, je me donne ce défi. Enfin, je ne me donne même pas de défi, en fait, je fais. Je vais à la rencontre des professionnels. Voilà, je ne reste pas dans mon coin à ruminer que les choses ne sont pas possibles. Je vais au-devant. Des fois, ce n'est pas accepté. Ce n'est pas grave. Je trouverai la solution pour y arriver. Donc, en fait, c'est pour ça que mon rêve, il sera accessible. Mais ça prendra le temps que ça prendra, mais j'arriverai à mes fins. D'accord, donc oui, vous êtes obstinée, vous êtes persévérante. Ah bah oui. Quand on est porteur de handicap, c'est notre force. C'est notre côté un peu combatif. Mais on ne passe pas notre temps à combattre. On veut juste... on rêve de quelque chose et on a envie qu'il se concrétise et donc on s'en donne les moyens. D'accord, et du coup, au travers de la danse, pour vous, c'est un moyen d'expression, mais aussi un moyen de montrer que tout est possible. Tout à fait, mais moi quand j'ai découvert la danse, puisque comme je vous disais, je danse depuis que je suis enfant, en fait, la danse, c'est vraiment... il y a vraiment quelque chose de très profond qui, à travers le mouvement, on comprend une société. Donc, moi, je pense que très petite, j'ai dû savoir que je devais être malvoyante. Et en allant à l'école, jusqu'à ce que je sois en CM1, on n'avait pas découvert ma maladie. Donc c'est que je jouais bien la valide. Mais on le devient handicapé
lorsque les gens en prennent conscience. Mais avant ça, tout va bien. À la minute où vous avez dit ça, oh là là, mais mon Dieu, ah oui, toutes ces années où tu es tombé, je suis tombée comme tout le monde. C'est-à-dire que vous avez presque dissimulé, les autres ne s'en sont pas rendus compte, et donc vous avez en quelque sorte caché cette situation de handicap Involontairement, parce qu'il n'y avait pas de nom sur ma maladie, parce que je suis atteinte de rétinite pigmentaire, donc il n'y avait pas de nom. Donc tant qu'on ne met pas de nom, l'ophtalmo ne dit pas Madame, votre fille va devenir aveugle. Elle ne sait pas. Elle ne connaît pas cette maladie. Le jour où le verdict tombe, elle a le nom de la maladie. Là, d'un coup, on devient une personne handicapée. Mais jusqu'à mes 13 ans, je n'étais pas handicapée. J'étais une enfant turbulente, avec un fort tempérament, tout sauf handicapée. Au moment où on a découvert la maladie, ça y est, elle est handicapée. Donc ça explique tout ça. Non. Oui, tout à fait. Donc ça, en fait, il y avait une méconnaissance du coup de cette problématique de santé, on va dire, et du coup au jour où ça a été découvert, finalement, on vous a, on va dire, étiqueté quelque part dans cette situation de handicap. Et est-ce que pour vous, ça a été quelque chose qui vous a servi de rentrer dans cette catégorie entre guillemets de situation de personnes en situation de handicap, ou vous avez trouvé ça, on va dire, un peu malaisant? Non, alors je n'ai aucun souci avec mon handicap depuis le départ. Moi, ce que ça m'a permis de comprendre, j'ai pu remettre de l'estime de moi-même, puisque pendant tout ce temps-là, moi je pensais que foncièrement j'étais très bête. Et là, d'un coup, on me dit non, c'est tes yeux. Là, je fais oh, ça veut dire que je suis intelligente. Donc ça veut dire que je peux continuer à prendre ma vie en main. Et puis les autres, s'ils veulent, ils diront bah comme elle voit pas, elle comprend pas, c'est pas grave. D'accord, je comprends bien. Et du coup, est-ce que vous avez pu rencontrer parfois des moments de doute ou des personnes peut-être qui vous ont, pas mis des obstacles, mais peut-être découragé par rapport à vos rêves que vous souhaitez poursuivre, notamment dans la danse, mais peut-être pour d'autres? Et peut-être comment avez-vous finalement trouvé, si vous avez rencontré ces doutes-là ou des personnes qui vous ont découragé, trouvé cette force pour persévérer et continuer? En fait, dans la danse, parce que quand j'ai dansé professionnellement, personne ne savait, parce que même moi, j'y croyais pas que j'étais malvoyante. Donc, si moi, j'y crois pas, les autres ne peuvent pas y croire. Mais quand j'ai voulu créer mon association, je voulais pas que ça soit une association où on danse un peu du grand n'importe quoi. En fait, je voulais vraiment amener du cadre, quelque chose de sérieux autour de ça. Et ça a été difficile, puisqu'il a fallu que je me confronte dans les salles de danse avec les codes. Étant malvoyante, je ne peux pas apprendre comme tout le monde. Donc oui, il y a un moment donné, pour moi, ça a été difficile. Mais je me suis mis un coup de pied aux fesses en me disant, mais qu'est-ce que tu viens chercher dans un cours? Est-ce que tu viens chercher à être la meilleure et à montrer aux gens qu'en étant déficient visuel, on est Wonder Woman, ou tu es là pour apprendre? Donc moi, j'avais pris l'option, je suis là pour apprendre. Et j'apprends à décoder le langage de chaque chorégraphe, de chaque prof, puisqu'en fait, chacun a son propre langage. Et c'est ça que je me suis aperçue qu'il fallait apprendre. Donc, j'ai dû sortir 2 larmes 2 fois, parce qu'en fait, à chaque fois, les gens se disaient « Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Elle ne sait pas danser, cette dame. » Si, je sais danser, mais à ma manière. Mais oui, mais dans une salle de danse, soit tu sais danser, a priori, il faut être pro, ou soit tu sors, et moi je reste. Et en fait, ça m'a permis aussi de comme me faire une thèse, et en me disant, voilà, quelqu'un qui est novice, qui ne connaît pas, mais là je me suis enlevée du mode handicap, c'était vraiment une personne qui a la volonté de danser, qu'est-ce qu'elle va chercher, qu'est-ce qu'elle a besoin, comment moi qui veux enseigner la danse, comment moi je vais pouvoir l'enseigner de par ma particularité, mais aussi de ma crédibilité, mais en même temps en restant moi. Moi, mes courses sont vraiment à la Fabienne Ostan, quoi. Très bien, ils sont estampillés à votre marque de fabrique. Et du coup, comme ça, quand vous exposez ces éléments, on a l'impression que finalement, c'est pas du tout la performance ou finalement que vous avez été chercher au début dans ces cours de danse, mais c'est un moyen pour vous de vivre, ou en tout cas de dire que vous êtes là et que vous avez besoin de vous exprimer au travers cet art, on va dire. Voilà, parce que de toute manière, j'ai toujours dit, comme je ne peux pas écrire,
En plus de ça, je suis dyslexique. Moi, j'ai demandé un combiné. Donc, je suis dyslexique. Donc, il va falloir arrêter de rêver et de se dire « ouais, je vais être comme la norme ». En fait, souvent, le problème, c'est qu'on désire devenir la norme, mais on ne peut pas être la norme. Et ce qui est beau sur cette terre, c'est qu'on a chacun notre individualité. Et ça, il faut la préserver. Bien sûr, on va rentrer tous dans un moule, mais si on peut garder notre touche, ça serait génial. Et voilà. Et en fait, pour moi, c'est hyper important de rester qui on est et même avoir de la crédibilité quand même dans ce qu'on fait. Tout à fait. Et donc, ça vous a sans doute demandé quand même de passer souvent peut-être au-delà ou au-dessus, je ne sais pas comment le dire, du regard des autres. Adaptation. Vous pouvez en dire un mot ? L'adaptation, c'est que très souvent, les gens qui nous entourent ont une crainte, ont une peur en pensant qu'on ne peut pas. Et très souvent, quand je constate, ils ne pensent pas à nous quand ils disent « tu ne peux pas ». En fait, leur phrase, c'est « moi, je ne peux pas ». Donc, si je ne peux pas, tu ne peux pas. Eh bien si. Si, puisque moi, je prends toujours l'exemple de la personne qui se casse une jambe et que tout le monde est autour et là, oh là là, mon pauvre, c'est la fin. Non, il va devoir s'adapter. Et moi, je m'adapte parce que je n'ai pas envie de toujours en train d'expliquer, écoutez, je suis malvoyante. Alors, la malvoyance, il y a des choses que je peux faire, d'autres non. Non, je ne suis pas comme votre ami aveugle. Il y a des choses que je peux faire, donc désolée. Et voilà, parce que j'en ai eu assez d'être désolée. Donc, je ne suis pas désolée, je suis qui je suis. Et très souvent, c'est très drôle lorsqu'on me fait « Oui, mais je connais un ami, tu sais, lui, il est aveugle. » Et moi, je fais « Oui, c'est vrai que moi, je fais semblant. » Oui, on retourne sur des maladresses, voilà. Je pense, qui sont un peu classiques. C'est comme pour le métissage. « Ah, mais t'es noir ou t'es blanc ?» Je suis ni l'un ni l'autre. « Mais si, tu choisis. » Bon, non, là, non. Mais on s'adapte. D'accord, très bien. Et du coup, vous avez parlé tout à l'heure un petit peu de la création de votre association Danse les yeux fermés. Finalement, je voulais demander en quoi cette initiative permet-elle aux participants eux-mêmes soit de dépasser leurs propres limites ou de croire en leurs propres rêves. En fait, déjà, c'est un atelier. Je précise bien qu'à chaque fois, je dis « bienvenue dans mon monde ». Donc, je ne suis pas en train de vous parler du modern jazz, du contemporain, c'est dans mon univers. Et dans cet univers, tout le monde est bienvenu. Donc, c'est un atelier où il peut y avoir des personnes valides, des personnes porteurs de handicap, mais totalement différents, déficience visuelle, autisme, n'importe, en fauteuil. Parce que lorsque je donne un cours, je pose une question qui est « qui a mal quelque part dans le corps ?» Et on me répond, et moi je dis « ok, t'as mal à la jambe ? Le reste du corps, il pourra bouger. Je vous fais une proposition et ensuite vous l'habillez, vous l'articulez comme vous pouvez et comme vous en avez envie. Et en permettant ce genre de choses, permet à la personne d'un coup de se dire « Ok, je ne suis pas dans un cours où je vais être jugée, où il faut savoir faire comme on m'a demandé, donc je vais m'autoriser. » Et à force de s'autoriser, ils arrivent comme tout le monde. Ça a été, à un moment donné, je me suis dit, quand je devais apprendre des chorégraphies ou être dans un milieu professionnel, comment je fais puisque je vois des parties. Donc, qu'est-ce que je mise ? Ça va être l'improvisation, mais en même temps, essayer de créer un univers, essayer de dire à la personne qui va chorégraphier, écoute, moi je veux bien faire tous les efforts du monde, mais il faudra m'aider, et ça va être plus long. Est-ce que tu as les capacités, ce temps-là, à m'accorder ? Non, trouve une autre solution. Et donc, dans ce cours-là, c'est cette permission. Et en fait, on a des choses extraordinaires. D'accord. Donc, en fait, si je comprends bien, finalement, dans vos cours, vos ateliers, on apprend aussi à s'accepter soi-même, à accepter les autres, à aller au-delà du jugement. Par exemple, que les autres peuvent porter sur soi ou que soi-même, on peut porter sur nous. Et du coup, ça libère finalement quelque chose chez les personnes. On s'autorise. Parce qu'en fait, il y a vraiment cette bulle protectrice qui est... en fait, moi, quand les gens rentrent dans la salle, je les écoute. Et de ce qu'ils vont dire, je sais ce qui va se passer. Parce que des fois, j'aime bien embêter pour qu'on soit tous unis pour traverser ce que Fabienne la folle a demandé. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est
qu'on arrive à un moment donné à être unis et faire des choses où on se dit mais ça, normalement, je le fais pas. Il n'y a pas de normalité. Je suis d'accord pour le fait d'être unis ensemble, effectivement, et de partager finalement un même moment, un même art. Voilà. Ça fait partie de vos objectifs, de vos buts dans vos ateliers. Donc ça rassemble. Et puis c'est danse plaisir. On n'a pas dit danse professionnelle. Ça, c'est autre chose. Danse plaisir, pour moi, il faut que ça reste du plaisir. Il ne faut pas se dire, tiens, j'ai raté 2 cours, la prof, elle va m'embrouiller parce que... Non. Donc du coup, il n'y a pas non plus de pression sur les participants à ce niveau-là. Je rends les gens autonomes. Donc il y a un planning et les gens viennent quand ils veulent. Et c'est à eux de se prendre en charge. Parce qu'en fait, il y a tellement de liberté, parce que je trouve ça hyper important, la liberté de venir au moment où je veux, parce que dans la vie, elle n'est pas... ça serait si c'était carré, de ma naissance jusqu'à ce que je parte. On s'ennuierait un petit peu, je pense. Et l'idée, c'est, tiens, je vais venir à ce cours-là. Parce qu'en fait, chaque jour, il y a vraiment des énergies complètement différentes. On vient à un cours du lundi matin, et puis on vient à celui du vendredi. C'est 2 catégories. On est complètement différents. Le lundi, on est frais, on est pimpant. Le vendredi, on est au bout de notre vie. Et on fait autour de ça, quoi. Et c'est hyper important. Et en fait, toute l'année, ça circule. Je n'ai pas, comme je vis à Paris, les rhumes, tout ce qu'on a. Donc, il y a un moment donné, janvier, février, on a 3 personnes. Là, en fait, je continue à avoir le même nombre. Donc, c'est parfait. D'accord, oui. Donc, il n'y a pas une liste qui est répétitive de même gens, toujours au même moment. Donc, vous laissez cette liberté, finalement, la responsabilisation de chacun aussi, de pouvoir décider de quel moment il a envie d'être là avec vous. Pour pouvoir, je ne veux pas d'un étouffement. Ou alors du genre, oui, il y a un tel... les embrouilles qui servent à rien parce que la personne, en fait, elle en a assez de venir le mardi. Écoute, si tu en as assez, il y a d'autres jours. Par contre, quand il y a le spectacle à préparer, je fais tout ça en dehors de mes cours. D'accord. Mais pendant l'année, je suis en train de travailler le spectacle. Bien sûr, et sans le... À partir du moment où on verbalise, ça y est, c'est la fin de quelque chose, tout le monde se prend au sérieux. Et moi, mon but, c'est d'emmener les gens, les danseurs et les danseuses, à un spectacle, mais où ils rentrent et qui se sentent bien. D'accord, donc finalement en accueillant les personnes, en leur mettant pas de pression, en ne pratiquant pas de jugement, en les laissant libres et responsables, vous arrivez finalement à les faire aller au-delà de leurs limites, oui. quelque part, et puis à aller au bout de leurs rêves aussi, un peu comme vous. Oui, voilà. C'est votre technique. Voilà, le fameux gant de velours. D'accord, très bien. Et est-ce que vous auriez des conseils ou des choses à proposer pour les personnes qui hésitent à poursuivre leurs rêves, soit par peur de l'échec, ça arrive souvent, soit par rapport au regard des autres? Moi, je dirais tout simplement, aux gens de qu'est-ce qui vous fait rêver. Une fois que vous l'avez noté, parce que souvent on se le dit, mais on ne l'écrit pas. Même si on ne voit pas, il faut écrire, comme ça c'est dans le marbre et on ne va plus bouger de ça. Et ensuite, c'est de se dire, mon rêve, je ne suis pas obligée de l'exécuter de suite. Parce qu'il va y avoir plein de choses qui vont se mettre sur ma route avant que je puisse accéder au rêve. Et c'est de s'autoriser à des moments de ne pas réussir, de le laisser en pause et de revenir dessus. Et ensuite, de ne pas écouter les gens. Les gens sont pleins de bonne gentillesse, mais ils se limitent encore une fois au rêve qui n'est pas le leur, mais ils se disent, bon oui, pour toi, je ne rêve pas de ça. C'est bien, moi je vais rêver pour moi alors. Donc c'est vraiment aller au bout de soi, quoi, de se dire, ok, j'ai pas mis mon rêve en route, c'est parce que c'était peut-être pas le moment. Il y a ça aussi dans la vie. Des fois, c'est pas le moment, il faut attendre, mais croire. D'accord, donc finalement, dans ce que vous dites, il y a aussi le fait de laisser le temps aux personnes, de ne pas être dans l'immédiateté absolument, de se dire j'ai ce rêve-là, il faut qu'il soit réalisé tout de suite. Parce qu'on est dans une société où on nous explique, tu regardes la télé, tu vas être chanteuse, demain tu es chanteuse. Faux. N'est chanteuse que celle qui aura appris les cours, que celle qui...
on n'a rien sans rien. Moi, je dis pas, un jour je me suis levée, j'ai voulu danser, j'ai créé Danse les yeux fermés, et puis c'était là. Non. Il y a eu un long chemin, je suis née en dansant, j'ai créé, quand j'étais petite, je m'amusais à créer des danses avec mes animaux, avec d'autres enfants, avec des adultes, mais ma mère ne m'avait pas laissé l'accès à aller en cours de danse. Bah, c'est ça qui a été moteur. En fait, c'est les interdits qui deviennent des moteurs. Pourquoi on m'interdit de danser? Je ne comprends pas. Et ensuite, à 16-17 ans, hop, me voilà dans le monde de la nuit, et ainsi de suite. En fait, je me vois à chaque fois en train de monter une échelle, être là, et je pense que même mon échelle, là, à ce jour, elle n'est pas terminée. Je ne sais pas ce que je cherche, je monte. Elle continue, c'est super. Mais en fait, du coup, vous auriez pu, par ces interdits, avoir un peu de frustration en disant pourquoi on m'interdit ça, et puis finalement s'opposer, etc. Mais vous l'avez pris comme une force finalement, et ça vous sert au quotidien. Oui, mais on ne peut pas accuser les gens en permanence. Oui, mais si j'ai pas réussi, c'est à cause d'un tel, un tel, un tel. C'est facile. C'est facile, c'est parce qu'on on se cache derrière ça. En fait, on avait envie, mais ça ne s'est pas fait, donc on va mettre une cause, on va dire... Parce que face aux gens, c'est comme l'histoire du bac. Voilà, je vais l'avoir le bac, mais je ne l'ai pas. Oui, mais en fait, le prof, il m'a mal noté, parce que... Non, c'était pas là, et peut-être qu'il faut que toi, tu revois... qu'est-ce que... Voilà, en fait, c'est... Des fois, vaut mieux chuter pour mieux remonter. Mais c'est valable pour tout le monde. Handicapé, pas handicapé. Certes, notre chemin à nous il est un peu plus difficile, mais si dès le départ on se porte en victime, on va réussir à rien du tout. Il n'y a pas de victime, il y a juste... Moi souvent je dis, je suis handicapée, je suis tout ce que vous voulez, mais avant tout je m'appelle Fabienne Ostan. Et je suis une emmerdeuse. Donc, voilà. Mais je suis humaine. On voit un être humain, on ne se dit pas, l'aveugle ou je ne sais quoi. C'est hyper important, déjà pour soi, de se dire... Voilà, je suis reconnue avec mes super qualités et mes défauts, mais je suis ça. Et ça vous a réussi, on va dire, puisque on n'en a pas encore parlé, mais vous avez quand même eu l'opportunité il me semble, de porter la flamme olympique et puis d'être décoré, comme on peut le voir sur cette photo. Vous pouvez nous en parler un petit peu de cette décoration? Alors, cette décoration, en fait, je suis nommé chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres par rapport, et aussi la médaille des sports et du social, jeunesse, voilà, de la vie associative. Ces médailles-là, justement, quand on croit en ses rêves et qu'on prend bien son temps, le matin, je ne me lève pas pour avoir des reconnaissances, hein, ça ira, mais voilà, on me reconnaît. L'action que je mène est reconnue. Alors sur le moment, on est là, oui, d'accord, ça fait plaisir. Mais quand on reçoit la médaille, on fait « Ah, ok, d'accord ». Et justement, je pense que tout ça, quand on m'a dit... en fait, j'habite à Saint-Maur-des-Fossés, dans le 94, dans le Val-de-Marne. Et il y a, pour le port de la flamme, en fait, un an avant, il m'avait appelé en me disant... On a fait le dossier sur vous, Madame Ostan, et c'est vous qui allez porter la flamme. Moi, j'étais là, oh, pourquoi pas. Et un an plus tard, boum, même date, me voilà avec la flamme. C'est incroyable. Incroyable. Et en plus, petite chose aussi qui a été très drôle, c'est que le matin, quand on nous demande de venir, il y a des petites réunions, et j'ai fait partie des personnes... pour qui les équipes avaient été touchées par mon parcours. Et franchement, j'ai été hyper... Alors, ce qui est génial, c'est que je suis hyper pudique. Donc, quand on commence à sortir des choses, je me cache. Je me cache. Mais porter cette flamme, ça a été pour moi une belle revanche. Justement, j'ai pensé fortement au handicap en me disant « Hey !» Celle-là, personne n'avait vu venir. et voilà. Alors, par contre, c'est très rapide. Hein. Ouais. Ça vous met en lumière quand même. Et c'est très rapide. En fait, c'est très drôle. On vous met dans un car, vous descendez du car et vous avez 15-20 minutes. Et là, alors, il faut attendre 10 minutes à peu près la flamme, parce que le temps que l'autre nous la donne. Et là, les gens, ils vous agrippent et ils vous disent...
fait la photo, on fait la photo. Alors que c'est très étrange. D'accord. Mais en même temps, voilà, c'est un shoot. Hop, terminé. À bientôt. Mais en tout cas, félicitations pour tout ça. J'ai encore une question à vous poser. Quels sont vos prochains défis et rêves à accomplir? Et y a-t-il un projet qui vous tient particulièrement à cœur aujourd'hui? Alors, continuer de donner les ateliers partout où je vais. Pour moi, à chaque fois, quand je viens à La Réunion, c'est un réel plaisir de faire ces ateliers parce que je rencontre beaucoup de gens ont l'habitude de... Voilà, c'est comme un rendez-vous qui se fait chaque année. Donc là, vraiment, que ça continue. Mais maintenant, j'ai décidé de me mettre un peu plus sur l'artistique et je suis en création d'un spectacle. Donc on a eu déjà 2 ou 3 dates à faire, mais je continue à le travailler, mon petit spectacle qui s'appellera Flamme. D'accord. Je ne lâche pas l'affaire. On recoupe avec voilà. le port de la flamme. Il y avait une idée derrière ça, et justement, c'est un spectacle où justement les préjugés, par exemple, je travaille sur le spectacle, c'est aussi du crump. Donc un peu une danse marginalisée qui en réalité a tous ses codes et pas du tout marginalisée et au contraire ouvre plein de choses. Et donc voilà, c'était un métissage de mon univers et l'univers du crump. Et voilà. D'accord. Et ce spectacle, on sait quand vous avez l'ambition de pouvoir le proposer? Alors j'espère au plus vite, et j'espère que je pourrai venir ici vous le montrer. Ce serait un honneur de pouvoir vous recevoir pour ce spectacle. On serait enchantés. L'Université de La Réunion serait enchantée de pouvoir vous accueillir. Elle a un bel amphi qui permet d'accueillir des fois des manifestations, donc ce serait une très belle occasion. On croise les doigts. D'accord, très bien. Est-ce que vous auriez un dernier mot partagé avec nous, puisqu'on arrive un peu sur la fin de cet entretien, par rapport à votre parcours ou à ce qu'on a vu ensemble? Mon parcours, comme je dis, je vais laisser. J'aime être aveugle de mon parcours, donc je ne sais pas de quoi demain est fait. Mais en tous les cas, tout ce que je sais, c'est que quand on a des rêves, il faut pouvoir les faire. Et moi, je lancerai plus quelque chose pour tout le monde. Reprenons goût à l'humanité. C'est une belle parole, effectivement, qui, je crois, peut conclure d'une belle manière cette causerie autour du handicap, et je tiens à vous remercier particulièrement pour vos propos et puis ce que je trouve très stimulant et intéressant, et qui sont aussi, je trouve, percutants, parce qu'ils permettent aussi de faire changer le regard sur la façon de voir les personnes en situation de handicap. Et on parle beaucoup de société inclusive. Pour en dire un mot, il nous reste peut-être un petit temps pour en parler. Alors, si vous le souhaitez. Oui. Une petite minute. On va arrêter le mot inclusion, inclusif et tout ça. C'est bien beau, hein, mais souvent quand on voit un grand mot inclusion, il faut courir et fuir, parce que derrière, il n'y a pas l'acte. On peut faire de magnifiques phrases. Moi, c'est ce que je pense. Hein. On peut mettre de magnifiques phrases, de jolies... Voilà, c'est comme si on voyait quelqu'un avec une jolie robe, mais l'intérieur est pourri. Et moi, je suis désolée. Pour moi, c'est les actions qui sont les plus importantes. C'est de pouvoir aller quelque part et sans qu'on se dise « Oh là là, attention, oh là là, mais la personne, elle est aveugle » ou je ne sais pas, hein, quelqu'un en fauteuil. « Ah ben non, on n'a rien prévu pour toi. Je vais manger où ?» Ah bah oui, mais voilà, c'est qu'on ait pu être handicapé, c'est pas faire la manche. On n'a pas besoin de la pitié des gens, on a juste envie de vivre notre vie la plus normalement possible, bien sûr, parce que souvent on pense aux personnes handicapées, mais on ne pense pas assez aux aidants. Et les aidants aussi, il faut que quand une personne a un handicap et on peut l'emmener un petit peu vers l'autonomie, c'est que l'aidant puisse aussi accompagner vers l'autonomie. Il faut aussi nous laisser grandir. C'est comme un bébé, on ne le tient pas. Quand il apprend à marcher, on le laisse tomber et on le rattrape.
Écoutez, merci beaucoup pour tous ces propos très inspirants, très stimulants et je suis certain que nos spectateurs seront ravis de vous écouter. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder nos autres émissions sur notre compte Facebook et YouTube ainsi que sur l'Université numérique de La Réunion. Je rappelle unr.univ-réunion.fr. Merci à toutes et à tous. Merci Madame Ostan. Merci beaucoup. Et bon retour à vous. Merci, à bientôt. Au revoir. Thank you.